aujourd'hui une histoire de plus de 20 ans. Parce qu'en effet, c'est en mars-juillet 1996 que j'ai fondé cette organisation. Et pour la fonder, j'ai dû assumer un sacrifice professionnel parce que je venais de démissionner de mes mandats politiques et diplomatiques. Politique, j'étais un activiste dirigeant du Frodebo à l'époque parce que c'est moi qui ai créé toutes les sections du Frodebo que vous connaissez et qui ont opéré à travers l'Europe et les Amériques entre 1989 et la date de la victoire de 1993. Et j'étais aussi en 1996 diplomate parce que j'avais été nommé dans le cadre de la convention de gouvernement qui faisait cohabiter le Frodebo et l'opposition pilotée par l'UPRONA dans ce qu'on appelait donc ce gouvernement de convention. Moi, j'étais à Bruxelles comme premier conseiller, le numéro 2 de l'ambassade. Mon ambassadeur était un uphroniste. Moi, je n'y ai passé que 6 mois à peine, parce que en 6 mois, je me suis rendu compte que je n'avais pas les conditions idéales pour jouer mon rôle de diplomate. Parce que quand vous êtes diplomate, vous répercutez les instructions de votre gouvernement. Et j'étais d'autant plus exigeant sur cela que je venais d'ailleurs de terminer un 3e cycle d'études en diplomatie à Paris. Alors je disais que quand vous êtes diplomate et que vous n'avez pas d'instructions précises à transmettre au gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité, des fois vous n'êtes pas pris au sérieux, vous perdez même votre crédibilité. Or, à l'époque, nous avions un chef d'État et un Premier ministre qui ne s'entendaient absolument pas sur le sujet d'actualité de l'époque, parce qu'il y avait la guerre, il y avait la violence dans le pays. Après l'assassinat de Ndadaye, les choses n'étaient vraiment pas claires du tout. Il y a ce que nous appelions le coup d'État rampant. Le coup d'État rampant qui avait commencé par l'assassinat de Ndadaye continuait, et celui de 1996, de juillet 1996, était prévisible. Moi, je ne voulais pas être complice de la situation. Je voulais me sentir dans un rôle beaucoup plus propre, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus efficace pour le pays. Et j'ai décidé de démissionner. Ce n'était pas facile de démissionner d'un poste diplomatique que d'autres cherchaient. Les gens se tuaient à l'époque pour occuper un poste comme le mien. Mais moi, j'ai dit que mon ambition, c'était d'aider le pays. Et l'aider en tant que diplomate, je trouvais ça impossible. Alors, j'ai décidé donc de démissionner et de créer une association à but non lucratif, non confessionnel, une association indépendante, c'est le CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, CIRID. Je vous prie d'observer avec beaucoup d'attention la présence du mot indépendant dans le sigle. Indépendant voulait dire que je voulais vraiment me sentir à l'aise avec toutes les tendances qui s'exprimaient à l'époque. Je ne voulais pas être récupéré par qui que ce soit. Je voulais servir le pays en tant que citoyen. Je ne voulais pas me battre pour des avantages qui ne vont pas dans le sens de la pacification du pays. Je voulais surtout voir si j'étais en mesure de proposer à mes compatriotes quelque chose qui serait rassembleur autour d'une table de dialogue. En tant que diplomate, j'avais compris que, à l'époque, la communauté internationale voulait vraiment nous aider. Et, messieurs les journalistes, il faut le savoir, en 1996, il y avait un courant d'idées, un courant d'opinion dans la communauté internationale qui voulait vraiment aider à ne pas tomber dans le même gouffre que
le Rwanda de 1994. Mais d'après mes constats, d'après mes analyses, je me rendais compte que c'est plutôt du côté burundo-burundais que les choses marchaient mal. On voulait nous aider, mais les gens voulaient savoir comment aider ces gens à sortir de cette crise. Parce que les Nations Unies, par exemple, ne voulaient pas un deuxième Rwanda en Afrique des Grands Lacs. Le génocide rwandais a d'abord été l'échec des Nations Unies, l'échec de la communauté internationale, parce que les choses se savaient, mais personne n'a été capable de prévenir et d'arrêter l'hécatombe rwandaise. Alors on ne voulait pas que le Burundi retombe dans un trou similaire. Alors j'ai dit, le Syrie, ça pourrait peut-être, grâce à l'expérience que j'avais engrangé en tant que citoyen du monde vivant à Genève depuis 1989, j'avais compris que Genève était une plateforme idéale où le Burundi pouvait s'épanouir, où les Burundais pouvaient s'épanouir pour promouvoir la logique de dialogue. D'où donc la décision assez rapide, je dirais même assez inhabituelle, de quitter mes fonctions et de créer cette organisation. J'ai eu un coup de hasard heureux parce que quand j'ai démissionné, j'avais aussi des contacts dans le milieu international de Genève et j'en avais également dans le milieu gouvernemental suisse qui m'a aidé à mettre en place la première action du CIRID. C'est ce que vous avez dans cet article que l'on vous a distribué, dans lequel on lit « Burundi, la Confédération soutient une discrète offensive de paix ». Les amis, moi je ne suis pas signataire de l'accord d'Arusha, je n'ai jamais été dans les pourparlers qui se sont déroulés là-bas pendant 4 ans, mais je dois vous dire que la personne qui a écrit l'accord d'Arusha à 80%, qui a ensuite écrit la Constitution à 80%, c'est le professeur Julien Thomas Hottinger, qui était venu de l'Institut du fédéralisme de Fribourg, l'université de Fribourg donc. Et c'est l'université de Fribourg qui avait animé scientifiquement le séminaire, l'atelier dont on parle dans cet article. Nous sommes venus en disant qu'il n'y a pas de place pour la logique de guerre au Burundi. La logique de guerre ne va pas régler les problèmes tels que je connais mon pays. Il y aura sûrement une technique de dialogue qui permet de faire se rencontrer ce qu'on appelait les peuples divisés, ethniquement divisés. Alors, il se fait que les Suisses, les scientifiques suisses avaient développé avec d'autres dans le monde une technique qu'on appelle le consociationnalisme, une technique consociationnelle de gestion des crises dans des pays divisés comme nous l'étions à l'époque dans notre pays. C'est une technique qui aide les gens à, par exemple, réformer les institutions, disons à changer la Constitution, mais en l'adaptant aux conditions qui permettent au peuple concerné de se réconcilier. Mesdames, Messieurs, si on vous a dit, si on nous dit que l'accord d'Arusha prévoit 60% de postes pour les Hutus, 40% pour les Tutsis dans le gouvernement, que ça prévoit dans d'autres institutions 50%, 50% comme c'est le cas au Sénat, c'est une technique consociationnelle qui permettait au Burundi